Retour au débat de France 24 et c'est le salon dont tout le monde parle en France, non pas le salon de l'auto mais celui de l'agriculture, la plus grande ferme de France. C'est dans 2 jours qu'il ouvrira ses portes à Paris, inauguré par François Hollande avant, comme chaque année électorale, a fortiori en période présidentielle, le défilé des principaux candidats. On s'intéresse nous aux problèmes que traverse actuellement l'agriculture française qui reste malgré tout l'une des plus performantes et des plus productives au monde. À nos côtés pour en parler, Mickaël Iribarren, secrétaire national de la Confédération paysanne, Christiane Lambert, présidente par intérim de la FNSEA, Thierry Pouche, responsable du service économie et prospective de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, et enfin Jean-Christophe Bureau, économiste et professeur à AgroParisTech. Ce qui nous intéresse notamment, évidemment, l'actualité du monde paysan, c'est en ce moment cette grippe aviaire, les professionnels de la filière avicole qui se débattent depuis la fin d'année dernière avec une épisodie de grippe H5N8 particulièrement virulente après celle de l'hiver précédent. Ça fait donc 2 années de suite. Le gouvernement a dû se résoudre à un plan d'abattage préventif des canards. Près de 560 communes sont désormais concernées. Christiane Lambert, vous dites on ne pouvait pas faire autrement. Oui, le virus va beaucoup plus vite que les soins ou la résolution du problème. La difficulté, c'est que ce virus est arrivé par les oiseaux migrateurs. Ça veut dire qu'il reviendra l'année prochaine. Il s'est propagé à une vitesse extrêmement rapide et la maladie s'est propagée très 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 rapidement. Donc il y a eu des abattages d'abord dans un certain secteur. Malheureusement, la maladie a sauté et s'est répandue ensuite. Et aujourd'hui, les agriculteurs vivent un véritable drame parce qu'ils ne voient pas comment ils peuvent s'en sortir, sauf effectivement abattre. Alors c'est une décision extrêmement difficile à prendre. Mais si rien n'est fait de façon massive pour enrayer le problème une fois pour toutes, on traîne mois après mois et on ne peut pas remettre en production tant qu'il y a des animaux malades en périphérie. Le problème de fond, il est aussi que si ce sont des oiseaux migrateurs qui amènent cette maladie, qui est aujourd'hui en Asie avec un virus encore plus virulent, il faut s'interroger pour l'année prochaine, être en capacité de mettre à l'abri tous les palmipèdes, tous les canards, au moment où les oiseaux migrateurs vont repasser, sinon on aura une nouvelle difficulté et à nouveau la maladie qui s'imposera. Donc les agriculteurs, l'année dernière, ça a coûté 580 millions d'euros. Il y a eu grosso modo 140 millions d'euros de l'État, donc le reste a été encaissé par les producteurs eux-mêmes et leurs entreprises, mais on ne peut pas continuer ainsi, année après année, sans prendre des décisions radicales. Mickaël Iribarren, vous dites les abattages massifs et généralisés, la Confédération paysanne n'est pas d'accord. La Confédération paysanne n'est pas d'accord pour ce niveau d'abattage. Je pense que c'est un peu excessif. Je ne connais pas absolument de tout près la réalité, mais nous prenons plutôt un abattage autour des foyers, un abattage autour d'un kilomètre, sur un rayon d'1 kilomètre autour des foyers. Pas d'abattage des élevages autarciques parce que pour nous, ils ne représentent pas de risque majeur. Le problème de cette filière, c'est qu'elle est infiniment industrialisée, qu'elle est infiniment concentrée et infiniment... Oui. Je veux dire, je pense que... Il y a énormément de transport dans le fait qu'elle est très industrialisée et très concentrée. Donc, dès lors qu'un virus passe par là, aussi peu nocif soit-il, il prend des proportions incroyables. C'est ce qui arrive à ces élevages. Cela dit, il faut quand même d'abord rappeler que ça n'a aucun danger dans ce cas-là pour l'homme. Voilà, bien sûr, pas de transmission à l'homme. C'est pourquoi on peut se permettre de dire, peut-être beaucoup trop d'abattage, en tout cas des politiques d'abattage aussi bien l'année dernière que cette année qui nous semblent excessifs et qui sont un peu improvisés. Ça pose 2 questions, Jean-Christophe Bureau. D'abord, est-ce qu'on fait preuve d'un excès de précaution en la matière ? Alors là, écoutez, c'est quand même un domaine où il faut être assez prudent quand on dit quelque chose à la télé. En particulier, je crois qu'il faut les connaissances vétérinaires que je n'ai pas. Je pense que le côté oiseau migrateur qui rapporte est tout à fait vrai, mais c'est vrai qu'il y a aussi quand même beaucoup de transport de l'eau, comme vous l'avez dit aussi, parce que c'est une filière qui est organisée sur des contrats, etc. Peut-être que là, il y a des options politiques un peu à prendre sur cette organisation-là qui sont peut-être plus que d'abattre les oiseaux migrateurs. Après... Trop de précautions, là, je ne saurais vraiment pas. Ça traduit une fois de plus, c'est une nouvelle illustration, comme le dit Mickaël Iribarren, des méfaits de l'industrie, c'est-à-dire du déplacement des volatiles d'une exploitation à l'autre. L'industrie, c'est quand même beaucoup dire. C'est quand même pas du tout un élevage industriel, mais c'est un effet quand même du déplacement. On a justement
tout qui n'est pas produit sur la même exploitation, on va justement transporter des Ça jeunes multiplie canards. les risques de contamination. Voilà, alors le côté industrie-contamination est pas si net que ça. Si vous regardez les grandes épidémies qui sont arrivées, y compris pendant la guerre de 14, elles ont presque toutes comme origine des zones asiatiques de proximité avec une proximité de la famille avec des animaux qui à la limite, c'est pas du tout les grands élevages industriels porcins, etc., qui sont à la source de ces maux-là. C'est beaucoup plus quelque chose de très artisanal. Alors, je pense qu'il ne faut pas vraiment faire cette association systématique. La question est assez complexe. Chacun dit son mot, peut-être. Par rapport au très artisanal, je veux juste dire un village, par exemple, que je connais. Il reste aujourd'hui 13 paysans. Sur les 13, il y en a 9 qui produisent du canard gras, entre autres, ce qui est très bien, évidemment. Mais ces 9-là, à 9, ils produisent 60 000 bêtes. C'est quand même pas un détail. Effectivement, aujourd'hui, et on comprend la situation des éleveurs. Ils ont dû produire beaucoup d'animaux pour pouvoir tirer un revenu décent. Le problème, il est juste là. Et le système a fait qu'aujourd'hui, ensuite, la concentration, elle fait exploser le moindre virus qui passe par là. Christiane Lambert. Je comprends assez ce que dit Monsieur Bureau. Le modèle industriel ne veut pas dire pas de sanitaire et danger. J'ai envie de dire au contraire, comme il l'a dit. Dans bon nombre de pays, c'est plutôt les élevages de petite taille où la sécurité sanitaire est moins facile à gérer que dans des bâtiments plus modernes, plus spacieux, où la biosécurité est parfaitement respectée. Et par contre, dans l'idéal campagnard, small is beautiful. Mais ce n'est pas toujours vrai. C'est une idée reçue. C'est beaucoup une idée reçue. Regardez le bâtiment qui a été construit dans la Creuse, le fameux bâtiment des 1000 veaux. Oui. 48 exploitations se regroupent, ça représente 77 agriculteurs et agricultrices, et ensemble, ils décident de construire un bâtiment pour 1000 veaux. Au lieu d'envoyer ces veaux en Italie, ils vont les engraisser ici, ils vont créer de l'emploi, ils vont mettre du photovoltaïque sur leur toit, ils font un méthaniseur, donc ils font de l'économie circulaire à 100%. Ils se voient souvent, on fait du lien social dans un département où il n'y a quand même pas beaucoup de monde. Eh bien, parce qu'il y a 1000 veaux, c'est jugé scandaleux. Ce sont des capitaux agricoles, il y a un contrat avec un industriel de la boucherie. C'est un modèle qui peut représenter une alternative. Mais ça a été diabolisé. Il ne faut pas oublier quand même que l'agriculture française et tout ce qu'il y a en aval, la transformation, globalement, c'est une alimentation certainement la plus sûre du monde. On a assez peu de cas de drames chez les animaux ou même chez les humains. On voit de plus en plus d'images. Alors bon, c'est le fait effectivement d'associations spécialisées sur ces cas, mais de maltraitance dans les abattoirs, par exemple. Différent du sanitaire. C'est différent du sanitaire, oui. ça c'est différent. Et alors c'est vrai que là, dans le cas de la grippe aviaire, il va y avoir des conséquences sur les producteurs, c'est-à-dire qu'en termes de production et de débouchés, notamment à l'exportation, il va y avoir un impact sur les trésoreries. Donc on peut peut-être estimer en gros à un redressement de ces exploitations touchées par ce phénomène aux alentours de 3-4 ans. C'est pour reconstituer un peu l'outil de production. Mais je pense qu'il faut, sur l'opposition un peu facile, c'est petit, donc c'est obligatoirement sain et bon, et l'industrie, c'est pas forcément très bon. Le problème, c'est que dans nos sociétés industrialisées modernes, on vit dans les villes. On n'a plus le choix, c'est ce que vous dites. On peut plus revenir en arrière. C'est difficile. Moi, je suis pas contre le retour à la campagne pour travailler, mais on voit bien que sociologiquement, les sociétés avancées se tournent de plus en plus vers l'urbanisation. Même un pays comme la Chine aujourd'hui, et c'est une politique qui a été définie par les autorités chinoises, ambitionne d'avoir 75% de la population à l'horizon 2050 qui habite en ville. Donc ça pose un problème. Ça veut dire conditionnement des produits, ça veut dire chaîne de transport, logistique. Une logistique adaptée, etc., etc. Donc ça, ce sont des orientations qui sont prises. Il y a parfois, comme le disait Jean-Christophe Bureau tout à l'heure, on ne peut pas revenir en arrière sur les quotas laitiers, sur l'urbanisation et les problèmes que ça va poser pour approvisionner les consommateurs. Je ne crois pas qu'on va désurbaniser les sociétés comme ça aussi rapidement. Michael Iribarren. Juste réagir pour dire que le small is beautiful, je crois que c'est une caricature un peu facile. Aujourd'hui, globalement, les consommateurs revendiquent de la qualité, et ils revendiquent de la proximité, et
cette situation des éleveurs du Sud-Ouest, c'est justement une filière de grande qualité, en tout cas un produit très réputé, qui mérite d'être respecté, d'être sauvé. Aujourd'hui, il est largement menacé. Pour nous, il faut tout à fait changer de modèle. Il faut arrêter cette segmentation qui fait qu'on fait naître les animaux à un endroit, qu'on les élève quelques mois à un autre, qu'on les fait gaver sur un troisième. Là, vous pointez les grands industriels du foie gras, par exemple. Oui, mais on ne va pas citer de marque, mais c'est à ça que vous faites référence. Naturellement, ce qu'on appelle la filière, les industriels en particulier, ont organisé les agriculteurs avec ce concept-là. Donc les agriculteurs, ils n'ont eu guère de choix s'ils voulaient continuer à vivre sur leur territoire. Il fallait bien qu'ils fournissent, de façon à avoir un revenu, qu'ils fournissent leurs industriels. Et leurs industriels auraient pu tout à fait choisir une autre option, et une option beaucoup plus humaine en termes de vie des paysans, et beaucoup plus saine pour les animaux. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un modèle de production qu'il faut revisiter. Et puis tous les consommateurs, je crois, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit ici et là sur les images et sur les écrans, sur les revues, sont davantage que pour une sécurité absolue, pour quelque chose de beaucoup plus paysan en termes d'alimentation. Vous évoquiez cette ferme des 1000 vaches ou des 1000 veaux, Christiane Lambert. Est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment aussi, de la part des consommateurs, devant la multiplication de ce type d'exemple, une réaction ? Celle du retour finalement à des exploitations à taille humaine et à une chaîne de production la plus réduite possible du producteur au consommateur. Vous mélangez plusieurs choses. Il y a des fermes de grande dimension qui vendent en direct aux consommateurs. La taille n'a rien à voir avec le fait de vendre en direct ou pas en direct. J'ai un ami qui est producteur de lait avec des vaches jersiaises et qui fait 1 million de litres de lait, mais qui transforme tout. Ils sont en bio, ils ont des jersiaises. Ça peut apparaître... Non, ils intègrent tout. Il intègre tout. L'agriculture, c'est très compliqué parce que c'est très diversifié. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs, notamment depuis le problème des lasagnes, et plus en questionnement. Du cheval, donc la viande de cheval retrouvée dans les lasagnes. La viande de cheval roumain retrouvée dans les lasagnes françaises sous une certaine marque qui a eu plein de difficultés après. Et il est plus curieux sur la transparence, très exigeant. Et depuis le scandale des lasagnes, il est plus exigeant aussi sur la proximité. Ça nous a permis aussi d'inviter tous les élus politiques des conseils régionaux, des conseils territoriaux, pour l'approvisionnement dont ils ont la responsabilité dans les cantines, un certain nombre d'établissements, à exiger du français. Par exemple, sur la volaille, on importait 87% des volailles mangées en restauration hors domicile, alors qu'on a en France un vrai savoir-faire en termes de volaille. On importait 70% des viandes rouges, des viandes bovines, mangées dans ces établissements. Depuis qu'on a prôné le manger français, un vrai slogan, et que le ministre a travaillé pour avancer aussi sur l'étiquetage des produits transformés, on a réussi à peu changer. Beaucoup de conseils régionaux se sont engagés pour avoir 100% de français, 50% de régional et 20% de produits bio ou sous signe officiel de qualité. Il faut accepter cette diversité de choix. Le bio est en expansion avec une croissance à plus 10% cette année, ce qui est énorme. Plus de 10% cette année, ce qui est énorme. La demande est là. Les producteurs français s'organisent. Nous avions une journée nationale agriculture biologique à la FNSEA que Xavier Belin a présidé toute la journée du 9 février. Nos producteurs sont extrêmement intéressés et nous structurons des filières organisées pour être en capacité de négocier aussi des prix. Parce que déjà, certains grands distributeurs font des promos sur le bio comme ils l'ont fait auparavant sur les produits conventionnels. Thierry Pouche. Pour rebondir sur ce que vient de dire Christiane Lambert, si vous prenez le cas des États-Unis où on a des exploitations d'élevage où on atteint 37 000 ou 40 000 vaches, on voit bien que celui qui exploite ça avec un certain nombre de salariés, il est sur à peu près tous les registres. Ça va de la livraison à l'industriel qui va transformer, mais il a aussi des produits qui répondent à une demande de proximité. Donc vous voyez que c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment l'agriculture. Et c'est pour ça que la problématique du modèle agricole qu'il faut faire évoluer en France, je pose la question de savoir, mais quel est ce modèle ? Étant donné qu'on est sorti quand même d'une telle diversité de l'agriculture qu'on ne peut pas faire évoluer tout le monde dans le même sens. On cite souvent en exemple les Pays-Bas, par exemple, comme un pays qui a ces dernières années, en tout cas, réussi à augmenter ses parts de marché à l'international. Jean-Christophe Bureau, il y a des enseignements tirés, il y a des modes de production proches de nous dont la France pourrait s'inspirer.
Les Pays-Bas n'ont pas tant augmenté leur part de marché. Elle est moins baissée que la France, c'est vrai. Mais l'Allemagne, l'Espagne ont vraiment plus augmenté leur part de marché. Alors, les Pays-Bas, eux, ils ont vraiment pris une voie qui est vraiment sur une agriculture à forte technologie, à forte valeur ajoutée et surtout à fort niveau de capacité technique des agriculteurs et de tout l'ensemble du système. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose qui est très axé recherche, formation. C'est un des modèles. Le modèle allemand, il est beaucoup plus industriel, enfin pas en Bavière, mais voilà. les nouveaux Länder, il est beaucoup plus industriel, main-d'œuvre à très bas coût, avec grosse exonération fiscale, travailleurs détachés, grande taille, etc. La France, elle est un petit peu, elle est ni dans l'un ni dans l'autre, elle n'est pas non plus... Je sais bien que ça va peut-être faire agir sur des segments de valeur extrêmement élevés. On a ce segment des produits d'appellation d'origine, des choses comme ça, mais au niveau de transformation industrielle, on est un petit peu comme dans l'industrie, sans avoir les atouts de l'automobile allemande, sans avoir les bas-coûts de l'automobile espagnole, on est un petit peu entre les deux. Et quand on regarde les chiffres du commerce extérieur, c'est extrêmement similaire ce qui se passe en agriculture et dans l'industrie. On a les mêmes Ceci serait qu'on part d'une position extrêmement forte en matière agricole, ce qui n'est pas forcément la tradition française en matière industrielle. Elle n'est pas si forte que ça. On est assez bon sur les céréales, mais si vous regardez les chiffres du commerce extérieur, c'est du vin et du cognac. Le reste, fromage aussi, mais enfin... Entre les quatre principaux postes sont quand même les vins et boissons, les produits. Voilà. Mais les vins et boissons sont très très au-dessus. Les céréales. Mais les produits laitiers, le sucre aussi encore un peu. Ça nous amène, et je vais vous demander, je vais vous laisser répondre bien sûr Christiane Lambert, mais j'en profite pour vous poser une question puisqu'on arrive au terme de ce débat. La France, via l'Union européenne, a négocié avec le Canada un accord de libre-échange qui a été signé, qui va rentrer donc très prochainement en vigueur, au moins sur certaines parties. Pour vous, c'est une bonne chose de permettre à l'agriculture française d'aller chercher plus facilement peut-être des parts de marché hors des frontières européennes sans droit de douane, ou est-ce qu'au contraire ça nous expose à une concurrence qui peut nous mettre en péril? Sur le CETA, nous avons pris une position défavorable. Pourquoi ? Il a été très difficile d'obtenir les chiffres réels des contingents, des volumes de viande qui vont rentrer sur le territoire européen. Longtemps, il nous a été dit, mais non, c'est pas méchant, ça sera seulement 12 000 tonnes de viande, n'ayez pas peur, ça sera que de la loyau, n'ayez pas peur. En réalité, sur les derniers chiffres mis en avant, c'est plutôt 50 000 tonnes de viande. Quand on voit la crise que nous avons aujourd'hui sur le secteur viande, avec aussi une baisse de consommation des Français et des Européens, et un afflux de viande, ça serait effectivement extrêmement ennuyeux. Par contre, dans le CETA, il y a un élément positif, et il faut le dire, il faudra le reprendre et s'en inspirer, c'est la reconnaissance des AOC, des appellations d'origine contrôlée, et des IGP, des indications géographiques de provenance, notamment sur les fromages, qui sont salués parce qu'ils voulaient copier tous nos libellés, et nous avons interdit que ce soit possible. Et par contre, commercer, c'est favorable. Quand le prix des bovins est remonté, s'il y avait une raison, une seule, c'est l'ouverture de marchés turcs, libanais, tunisiens, où nous avons pu commercer des bovins, morts ou vivants, pour qu'ils soient consommés sur ces espaces. Dans la production porcine, ce qui a sauvé les producteurs de porc, et je peux en parler en connaissance de cause, c'est la Chine qui est revenue aux achats, qui a fait passer le prix de 1,03 € à 1,40 €. Donc, ça veut dire que l'exportation a du bon aussi, mais dans des conditions équilibrées. De ce point de vue-là, vous espérez lever des sanctions sur la Russie ? Bien sûr, mais je crois que M. Poutine a fait de l'agriculture, lui aussi, un secteur très stratégique. Et il a consacré beaucoup de milliards d'euros à développer son agriculture. Il y a des élevages de porcs de 5000 truies qui se sont développés. Et je pense qu'il a tout fait pour ne pas lever l'embargo, ce qui nous appelle, nous, à nous organiser autrement pour trouver d'autres destinations. Michaël Iribarren, le CETA, est-ce que pour vous c'est une menace, un danger, ou au contraire une source d'opportunité et ces sanctions sur la Russie, pour vous, elles sont dommageables? Le CETA, pour nous, c'est bien sûr non. C'est non pour le CETA, mais c'était non pour le TAFTA. C'est non pour les accords de libre-échange internationaux qui sont signés par centaines actuellement, parce que dans beaucoup de pays du monde, en fait, elles augmentent la misère des pays qui sont complètement concurrencés sur leur propre production. On pense à l'Afrique et à beaucoup d'autres pays. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Pour ce qui est évidemment de notre pays, le CETA, c'est non. Ça a été, nous l'avons proclamé. Nous étions opposants l'autre jour à Strasbourg. Bien sûr, nous sommes, pour une agriculture relocalisée,
revivifier, une économie revivifiée à partir des territoires bien loin. Et sans aller chercher non plus des parts de marché en Russie, donc, si on vous écoute, peu importe les sanctions. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. Je remercie donc nos 4 invités, Mickaël Iribarren, également Thierry Pouche, Jean-Christophe Bureau d'avoir été avec nous et Christiane Lambert pour la FNSEA. La suite de l'actualité, tout de suite, c'est un œil sur les médias. Voilà, un œil sur les médias. Et Christiane Lambert qui me demande de bien préciser, parce que c'est vrai qu'il y a le salon de l'agriculture ouvert au grand public et il y a également le salon des machines agricoles. Voilà. À Villepinte, voilà. Donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups si vous visitez Paris à l'occasion du salon de l'agriculture. Rendez-vous également à Villepinte. Et nous, on écoute à présent Anthony Saint-Léger qui s'intéresse donc aux initiatives de 11 jeunes agriculteurs. Il s'affiche dans le métro parisien. Oui, c'est une campagne de communication de grande ampleur lancée par le syndicat Jeunes Agriculteurs. 11 portraits comme celui-ci, celui de Carole, propriétaire d'une ferme pédagogique, ou Rodolphe, qui est lui céréalier dans le cas de Calvados. Alors ce sont des portraits qui ont été relayés sur le compte Twitter du ministère de l'Agriculture, sans surprise, une opération marketing, mais pas seulement, un hashtag et un message, nourrir pour le futur. Le but, c'est un petit peu de promouvoir le rôle des jeunes agriculteurs, de décrire leurs méthodes et leurs conditions de travail aussi, et puis de donner aux citadins une autre image de l'agriculture, une image qui est d'ailleurs assez bonne, à en croire un sondage Odoxa paru aujourd'hui, puisque 87% des Français ont une bonne opinion des agriculteurs, un métier qui peine pourtant à attirer, notamment 86% des sondés, puisqu'ils jugent difficile et précaire ce métier. Toujours selon le même sondage, ils sont 9 Français sur 10 à voir en agriculture un atout indispensable pour l'indépendance alimentaire. Et ce, alors que s'ouvre donc vous le disiez, le traditionnel salon de l'agriculture. Alors bien sûr, les agriculteurs se préparent, mais également l'égérie de ce salon de l'agriculture. Il y en a un chaque année. C'est cette vache fine, bien connue, cette bretonne pinoire. Alors voilà ce que tweetait le président de Loire-Atlantique tout à l'heure. Un compte Twitter a même été créé, c'est pour vous dire que ça va assez loin, spécialement pour la mascotte du salon, et on pouvait voir ce type de tweet ces derniers jours, sans vouloir faire la fine bouche. Je craque vraiment pour l'air tendre de ma prairie. Enfin bref, il y en a eu plusieurs. Le salon de l'agriculture qui est, on le sait, un rendez-vous incontournable pour les hommes politiques, comme le montre d'ailleurs ce dessin de Philippe Tastet, car c'est vrai qu'au-delà de la vitrine, il y a les engagements et les actes surtout. Et voilà, et des paroles aux actes, il y a souvent un certain écart. Toujours en France, plusieurs lycéens ont appelé à bloquer leurs établissements et à manifester. Le motif, dénoncer les violences policières suite à l'affaire Théo. Oui, un appel lancé par le mouvement Interlutte Indépendant, un collectif d'extrême gauche qui publiait sur Twitter différentes photos des différents blocages dans plusieurs lycées parisiens. D'autres photos, ce sont celles des feux de poubelle et des vitrines brisées, là publiées aussi par de nombreux internautes, car l'opération Blocus pour Théo, c'est comme ça qu'elle avait été baptisée, a vite dégénéré. Au total, plus de 40 personnes ont été interpellées dans toute la France, donc 28 à Paris. Paris, où le proviseur adjoint d'un lycée a été blessé, l'Académie de Paris qui a porté plainte. Les violences ont été bien évidemment dénoncées, notamment par Valérie Pécresse, la présidente LR de la région Île-de-France, dénoncée aussi par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, qui dit comprendre l'émotion de la jeunesse, mais qui appelle au calme et a promis de répondre avec une certaine fermeté. De son côté, la préfecture de police de Paris appelait dès hier à ne pas relayer les appels à manifester et rappelait qu'il s'agissait d'une manifestation non déclarée et que du coup, les participants engageaient leur responsabilité pénale. Alors c'est une communication toutefois trompeuse, car participer à une manifestation, même si elle n'est pas déclarée, ce n'est pas illégal, c'est seulement la responsabilité juridique des organisateurs qui est engagée. Par contre, c'est vrai que si les manifestants ne respectent pas les ordres de dispersion lancés par les forces de police, alors ils encourent une peine d'emprisonnement. Et puis beaucoup se sont interrogés sur le sens de ces blocages et de ce rassemblement, notamment cet internaute qui nous dit ce sont des ados qui se prennent pour des rebelles en dégradant des villes pour un combat qu'ils ne comprennent pas, c'est affligeant. Ou même cet internaute qui estime que c'est bien loin des revendications de départ. Ce Twitto, lui, s'est inquiété du fait de voir que le justice pour Théo était devenu, c'est sur beaucoup
beaucoup de banderoles. Vengeance pour Théo, loin du message de Théo qui, dès le début, lui, avait appelé au calme. Cet internaute aussi, ce journaliste même, qui rappelle que l'enquête est toujours en cours et que les policiers sont mis en cause, certes, mais sont mis en examen et que par conséquent, la justice suit son cours. Un combat pour Théo assez, au final, décrédibilisé, un petit peu pour ce tweeto. Faire un blocus, c'est bien, en savoir la cause, c'est mieux. Des manifestations et des rassemblements qui desservent Théo et qui pourraient bien faire le jeu du Front National. C'est la crainte de nombreux tweetos. Le Front National qui rappelait il y a quelques semaines que tous ces événements pouvaient, je cite, être un prétexte pour casser du flic. Merci beaucoup Anthony, merci à nouveau aux participants à notre débat. Le Salon de l'Agriculture, je vous le rappelle, il débute dans 2 jours à Paris, porte de Versailles. Restez avec nous.